Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture du fauteuil hanté de Gaston Leroux. Alors comme d'habitude, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture au cœur du chapitre 7, donc où nous en étions toujours au secret de Toth. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais il ne vit passer personne. Au-dessous de lui, c'était un vrai désert de neige. Personne dans la cour, personne dans la campagne. Et la nuit allait venir si rapide, selon sa coutume, en cette saison. Il se retourna, ruisselant de sueur malgré le froid, assailli de 1000 tristes pressentiments. Les chiens avaient fermé leur gueule. Il eut l'idée audacieuse de les caresser. Les gueules se rouvrirent. Et soudain, pendant que les gueules ne hurlaient pas encore une clameur humaine, oh, bien certainement humaine, follement humaine, horriblement remplit l'espace, il en eut encore les moelles glacées. Il se rejeta à la fenêtre, il vit l'espace désert, tout blanc, qui avait vibré de ce cri forcené. Mais à son oreille, maintenant, il n'y avait plus que le double ululement formidable des molosses qui avaient commencé. Et M. Gaspard Lalouette se laissa tomber sans force sur une chaise, les mains aux oreilles. Alors il n'entendit plus rien. Et pour ne plus voir les gueules ouvertes, il ferma les yeux. Il les rouvrit au bruit d'une porte que l'on poussait. C'était M. Loustalot. Les chiens s'étaient tus à nouveau. Tout s'était tu. Jamais rien n'avait été plus silencieux que cette maison. Le grand Loustalot, gentiment, s'excusa. « Je vous demande pardon de vous avoir quitté un instant. Vous savez, quand on fait une expérience... » Mais vous n'étiez pas seul, ajouta-t-il en ricanant drôlement. « Ajax et Achille vous ont tenu compagnie à ce que je vois. Oh, ce sont de vrais chiens d'appartement. »« Cher maître, » répondit d'une voix un peu altérée, Monsieur Lalouette qui se remettait de son émotion en retrouvant un Loustalot si aimable et si naturel. « Cher maître, j'ai entendu tout à l'heure un cri terrible. »« Pas possible, » fit Loustalot étonné. « Ici ?»« Ici. Mais il n'y a personne que mon vieux Toby et moi, et je viens de le quitter. C'est sans doute alors dans les environs. »« Sans doute. Bah, quelques braconniers de la Marne, quelques querelles avec un garde. Mais en effet, vous me paraissez tout ému. Voyons, monsieur Lalouette, ce n'est pas sérieux. Remettez-vous. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Là, nous sommes chez nous. Et maintenant, causons comme des gens raisonnables. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fou de venir me demander à moi ce que je pense du secret de Toth et de la chanson qui tue? Cette affaire de l'Académie est extraordinaire. Mais il faut se garder de la rendre plus extraordinaire encore avec toutes les bêtises de leur Eliphas, de leur Taillebourg, de leur je ne sais quoi, comme dit cet excellent monsieur Patard. À ce qu'il paraît qu'il est malade, ce pauvre Patard. Monsieur, c'est monsieur Raymond de la Bessière qui m'a conseillé de me rendre chez vous. Raymond de la Bessière, un fou? Un ami de la Bitanie, un pneumatique. Ça fait tourner les tables et on appelle ça un savant. Il doit savoir ce que c'est, le secret de Toth. Qu'est-ce qu'il vous envoie faire chez moi? Eh bien, voilà. J'étais allée chez lui parce qu'on parlait beaucoup depuis quelques jours du secret de Toth, sans savoir ce que c'était. Il faut vous dire que Eliphas, dont on s'est d'abord moqué, apparaît maintenant terrible à tout le monde et qu'on a fait des perquisitions chez lui dans son laboratoire de la rue de la Huchette et qu'on a découvert là, sur les mystères de l'humanité, des formules qui ne sont point ainsi aussi inoffensives qu'on pourrait le croire. Car il s'y mêle assez de physique et de chimie, paraît-il, pour faire passer à distance les gens de vie à trépas. Dans ce genre-là, ricana le grand Loustalot, il y a la formule de la poudre à canon. Oui, mais elle est connue. Tandis qu'il y a une formule, paraît-il, qui n'est pas connue de tout le monde et qui est la plus dangereuse de toutes.
C'est ce qu'on appelle le secret de Thoth. À ce qu'il paraît que sur tous les murs du laboratoire de la rue de la Huchette, cette formule mystérieuse de Thoth est répétée. On a demandé, les magistrats poussés par l'opinion publique et des journalistes et moi-même, on a demandé à M. Raymond de la Bessière, qui est un de nos plus brillants égyptiaques, ce que c'était que le secret de Thoth. Il a répondu textuellement, la lettre du secret de Thoth est celle-ci. Tu mourras si je le veux par le nez, les yeux, la bouche et les oreilles, car je suis le maître de l'air, de la lumière et du son. C'était un type épatant que ce vieux Thoth, fit le grand Loustalot en hochant la tête, d'un air mystérieux, mi-goguenard. S'il faut en croire M. Raymond de la Bessière, il faudrait voir en lui l'inventeur de la magie. C'était l'Hermès des Grecs, à ce qu'il paraît. Il était 9 fois plus grand. On a trouvé sa formule écrite à Saqqara, sur les parois des chambres funéraires des pyramides des rois de la 5e et de la 6e dynastie. Ce sont les plus anciens textes que nous connaissions. Et cette formidable formule était entourée d'autres formules qui préservaient de la morsure des serpents, de la piqûre des scorpions et en général de l'attaque de tous les animaux qui fascinent. « Mon cher monsieur Lalouette, déclara le grand Loustalot, vous parlez comme un livre. On a plaisir à vous entendre. Je suis doué, mon cher maître, d'une excellente mémoire, mais je n'en tire aucune vanité. Je suis le plus ignorant des hommes et je viens bien humblement vous demander ce que vous pensez du secret de Thoth. Monsieur Raymond de la Bessière ne cache pas que la lettre du fameux secret inscrite dans le tombeau était suivie de signes mystérieux, comme nos algébriques et nos chimiques sur lesquels on pâlit des générations d'égyptiaques. Et il disait que ces signes, qui donnaient la puissance dont parle Thoth, avaient été déchiffrés par l'Éliphas de la Nox. Celui-ci l'affirma à plusieurs reprises et on a retrouvé dans ses papiers, lors de la perquisition rue de la Huchette, un manuscrit intitulé « Des forces du passé à celles de l'avenir », qui tendrait à faire croire que l'Éliphas avait en effet pénétré la pensée redoutable des savants de ce temps-là. Vous savez naturellement, mon cher maître, que les prêtres de la prière Égypte avaient déjà découvert l'électricité. « T'es chouette, l'Alouette !» ricana Loustalot en se courbant comme un singe et en se prenant le bout de ses pieds dans l'extrémité de ses petites mains. « Mais continue toujours, tu m'amuses. » Monsieur Gaspard Lalouette fut suffoqué d'une aussi vulgaire familiarité, mais réfléchissant que les hommes de génie ne sauraient se mouvoir dans les cadres de politesse fabriqués pour les hommes ordinaires, il continua sans avoir l'air de s'apercevoir de rien. Ce monsieur Raymond de la Bessière est très affirmatif là-dessus. Il a même ajouté « Il pouvait être aussi bien au courant des forces incommensurables de la dématérialisation de la matière que nous venons seulement de découvrir et même peut-être-t-il mesurer ces forces-là, ce qu'il permettait bien des choses. » Le grand Loustalot lâcha ses petits pieds, se détendit comme un arc et se retrouva d'aplomb sous le menton de monsieur Lalouette, proférant en se grattant le bout du nez ces paroles étranges. « Tu l'as dit, Bouffi. » Monsieur Lalouette ne sourcilla pas. Il dit « Tout cela vous semble bien ridicule, mon cher maître. »« Tu parles, Charles. Je ne suis pas fâché, fit aussitôt monsieur Lalouette, en souriant aimablement au cher maître, de vous voir prendre les choses sur ce ton. Figurez-vous que j'avais fini par me laisser impressionner comme tant d'autres. Car vous savez ce qui est arrivé, aussitôt que l'on a connu le texte du secret de Thoth, tu mourras si je veux par le nez, par les yeux, la bouche et les oreilles, car je suis le maître de l'air, de la lumière et du son. Aussitôt, il s'est trouvé des gens pour tout expliquer. Ah oui ? À l'idée qu'avec le secret de Thoth, Éliphas était le maître du son, ils se sont rappelés aussitôt les paroles de la Babette sur la chanson qui tue. Et ils ont dit que l'Éliphas, ou le vieilleux, avait introduit quelque chose dans le mécanisme de l'orgue, une force qui tue en chantant, et qui était peut-être
enfermé dans une boîte qu'on a retirée ensuite de l'orgue. C'est là-dessus que j'ai demandé à visiter l'orgue. C'est une affaire qui vous intéressait bien, monsieur l'Alouette ? Interrogea le savant sur un ton presque farouche, et qui démonta tout à fait ce pauvre monsieur l'Alouette, qui n'était cependant point timide. Elle ne m'intéressait pas plus que les autres, répondit-il d'une façon assez embarrassée. Vous savez, moi aussi j'ai vendu des orgues, de vieilles orgues. Et j'ai voulu voir... Et qu'est-ce que vous avez vu ? Écoutez, maître, je n'ai rien vu dans l'orgue, mais j'ai découvert à côté de l'orgue quelque chose, un objet que voici. Et monsieur l'Alouette tira de la poche de son gilet un long tube étroit qui se terminait en cône et qui ressemblait à peu près à une embouchure d'instrument à vent. Le grand Loustalot prit l'objet, le regarda et le rendit. Ces quelques embouchures, fit-il de quelques buccins ? Je le crois aussi. Cependant, figurez-vous, mon cher maître, que cette embouchure s'emboîtait merveilleusement sur un trou qui était à l'orgue de Barbarie. Et je n'ai jamais vu d'embouchure de ce genre à un orgue de Barbarie. Je vous demande pardon, mais hanté par toutes les bêtises que j'avais entendues, je me suis dit, c'est là peut-être l'embouchure qui était destinée à conduire dans une certaine direction le son qui tue. Oui, eh bien, mon cher antiquaire de l'Alouette, en voilà assez. Vous êtes aussi bête que les autres. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette embouchure ? Mon cher maître, déclara l'Alouette en s'essuyant le visage, je n'en ferai rien du tout et je ne m'occuperai plus du tout de cet orgue. Si un homme tel que vous me déclare que le secret de Thoth est le secret des imbéciles, adieu, monsieur. Adieu, monsieur l'Alouette. Ajax, Achille, laissez partir le monsieur. Mais l'Alouette, qui avait maintenant la liberté de sortir, n'en profita pas. Encore un mot, mon cher maître, et vous aurez soulagé ma conscience à un point que vous ne pouvez soupçonner, mais que je me permettrai de vous expliquer plus tard. Qu'est-ce ? Interrogea aussitôt Loustalot en redressant l'oreille et en s'arrêtant sur le palier. Voici. Ceux qui ont dit que l'Eliphas avait pu assassiner Martin Latouche, avec la chanson qui tue, ont toujours, d'après le secret de Thoth qui parle de la puissance mortelle de la lumière, prétendu que Maxime d'Aulnay avait été tué à coups de rayon. À coups de rayon ? Décidément, il faut vous enfermer. Pourquoi à coups de rayon ? Oui, on lui aurait envoyé dans l'œil, à l'aide d'un appareil spécial, des rayons préalablement empoisonnés. Il en serait mort. À l'appui de leur dire, ceux-ci affirment qu'un rayon est venu frapper Maxime d'Aulnay pendant qu'il lisait son discours, et que M. d'Aulnay a fait, avant de tomber foudroyé, le geste de celui qui veut chasser de son visage une mouche ou se garantir tout un coup d'un éclat lumineux, qu'il le gêne. Ah ça, c'est envoyé. Dans l'œil. Enfin, le secret de Thoth permet encore de tuer par la bouche ou par le nez. C'est fou, car je vois bien que on ne saurait leur donner un autre nom. C'est fou, mon cher maître. On choisit pour Jehan Mortimar la mort par le nez. Il ne pouvait mieux faire, monsieur, déclara le grand Loustalot. Pour le poète des parfums tragiques. Oui, les parfums sont quelquefois plus tragiques qu'on ne le pense. Hortense, riez, mon cher maître, riez. Mais je veux vous faire rire jusqu'au bout. Ces messieurs prétendent que la première lettre qui fut apportée à Jehan Mortimar, avec la terrible inscription sur les parfums, est authentique, tout à fait de l'écriture d'Eliphas, tandis que la seconde n'est que l'envoi d'un mauvais plaisant. Dans sa lettre, Eliphas avait enfermé un poison subtil, tel que celui des Borgia, dont vous avez certainement entendu parler. Poilonné, on aurait pu croire que la façon si méprisante avec laquelle le grand Loustalot croyait devoir répondre aux questions si sérieuses de M. Gaspard Lalouette finit par lasser la patience et la politesse de l'expert antiquaire, marchand de tableaux. Mais bien au contraire, il arriva que, ne se tendant plus de joie, M. Lalouette saisit le grand Loustalot dans ses bras et le combla de caresses. Il l'embrassait pendant que l'immense petit savant ruait de toutes ses petites jambes. « Laissez-moi » criait-il, « laissez-moi, ou je vous fais dévorer par mes chiens. » Mais, hasard miraculeux, les chiens n'étaient plus là, et le bonheur de M. Lalouette paraissait à son comble. Ah, quel soulagement!
s'écriait-il, que c'est bon, que vous êtes bon, que vous êtes grand, quel génie. Mais vous êtes fou, fit Loustalot, en se dégageant enfin, furieux, ne sachant pas ce qui lui arrivait. Non, ce sont eux qui sont fous, répétait-le moi, mon cher maître, et je m'en vais. Évidemment, ce sont tous des fous. Ah, des tous fous, je le retiens, des tous fous. Des tous fous, reprit le savant. Et tous deux répétaient « Des tous fous, des tous fous !» Et les riaient maintenant, les meilleurs amis du monde. Enfin, M. Lalouette prit congé. M. Loustalot l'accompagna fort aimablement jusque dans la cour et là, s'apercevant que la nuit était tout à fait tombée, il dit à M. Lalouette « Attendez, je vais vous accompagner au bout de chemin avec une lanterne. Je ne veux pas que vous tombiez dans la Marne. » Et il revint tout de suite avec une petite lanterne, allumée, qu'il brimbalait à hauteur de ses courts genoux. « Allons, dit-il. » Et il ouvrit lui-même et ferma soigneusement la grille. On n'avait pas revu le géant Tobie. Monsieur Lalouette se disait « Qu'est-ce qui m'a raconté que cet homme était distrait? Il pense à tout. » Ils marchèrent aussi pendant 10 minutes. Ils arrivèrent à la rive de la Marne où Monsieur Lalouette retrouva un sentier confortable. Monsieur Lalouette, qui ne détestait point une certaine emphase dans la conversation, crut devoir dire alors, avant de quitter le grand Loustalot et après s'être excusé une fois de plus du grand dérangement qu'il avait causé, « Décidément, cher maître, notre grand Paris est tombé très bas. Voici 3 morts qui sont bien les plus naturels des morts. Au lieu de les expliquer, comme vous et moi avec les seules lumières de la raison, Paris préfère croire aux saltimbanques qui s'arrogent une puissance à faire rougir les dieux. Poil aux yeux, termina le grand Loustalot, et il s'en retourna, tout de go avec sa lanterne, laissant M. Gaspard Lalouette complètement abasourdi sur la rive, au milieu de la nuit noire. Au loin, la lueur de la lanterne dansait, et puis cette lueur-là disparut. Et tout à coup, la clameur effrayante, le grand cri de mort, le ululement humain retentit dans le lointain, suivi aussitôt de l'aboiement désespérément prolongé des molosses. Monsieur Lalouette, qui s'était d'abord arrêté, haletant d'horreur à ce cri effarant, crut entendre plus près le hurlement des bêtes. Il s'enfuit. Chapitre 8. En France, l'immortalité diminue. Les 39, le sort en était jeté. On disait maintenant les 39. Il n'y avait plus que 39 académiciens. Nul ne se présentait pour faire le 40e. Depuis les derniers événements, plusieurs mois s'étaient écoulés pendant lesquels aucune candidature n'avait été posée au fauteuil hanté. L'Académie était déshonorée. Et quand par hasard, l'illustre assemblée se voyait dans la nécessité de désigner quelques collègues qui devaient, suivant l'usage, relever l'éclat d'une cérémonie publique, généralement funèbre, par leur présence en uniforme, c'est tout un drame. C'était à qui inventerait une maladie ou dénicherait au fond d'une province éloignée quelques parents à l'agonie pour ne point revêtir en public l'habit à feuilles de chêne et suspendre à son côté l'épée à poignée de nacre. Et l'immortalité était bien malade. On ne parlait plus d'elle qu'avec un sourire, car tout finit de la sorte en France, avec un sourire, même quand les chansons tuent. L'enquête avait été rapidement close et l'affaire classée. Et il semblait ne devoir rester de cette terrible aventure où l'opinion affolée n'avait vu que des crimes, que le souvenir d'un fauteuil qui portait malheur. Et dans lequel aucun homme n'était assez audacieux pour aller désormais s'asseoir, ce qui, en effet, en était assez risible. Ainsi donc, toute l'horreur de cette inexplicable et triple tragédie s'effaçait devant ce sourire.
les 39. L'immortalité avait diminué d'1. Et cela avait suffi pour la rendre à tout jamais ridicule. Si bien ridicule que l'empressement d'autrefois à faire partie d'une assemblée qui réunissait sans contredit les plus nobles esprits de l'époque s'était sensiblement ralenti. Oui, même pour les autres fauteuils, car il y eut sur des entrefaites 2 ou 3 fauteuils à distribuer. Les candidats se firent tirer l'oreille. Dame, on ne se privait point de les railler un peu de se présenter à un autre fauteuil que celui de Mr. d'Abbeville. Honteusement, ils faisaient leur visite. On apprenait qu'ils étaient candidats à la dernière minute. Et c'était une chose bien pénible de les entendre prononcer une éloge quelconque, alors que ceux de M. d'Abbeville, de Jean Mortimar, de Maxime D'aulnay et de Martin Latouche restaient encore à faire. Ils passaient pour des tâches, pour des lâches, ni plus ni moins. Et l'on pouvait prévoir le moment où le recrutement de l'immortalité deviendrait quasi impossible. En attendant, elle n'était plus que 39. Les 39. Si l'immortalité avait eu des cheveux, mais elle est généralement chauve, elle se les serait arrachée. Il lui restait bien une mèche par ici, par là, sur le crâne par exemple, de M. Hippolyte Patard, mais une si pauvre, lamentable mèche que le désespoir lui-même l'aurait prise en pitié. C'était une mèche qui pleurait, comme qui dirait pendante sur le front, une larme de cheveux. M. Hippolyte Patard avait bien changé. On ne lui avait connu jusqu'alors que 2 couleurs, la rose et la citron. Il en avait adopté une troisième qui était indéfinissable par cela, même qu'elle considérait à n'être plus une couleur du tout. C'est le genre de couleur négative, si j'ose dire, que les anciens mettaient aux joues des parques blêmes déesses infernales. Monsieur le secrétaire perpétuel semblait lui aussi, tant sa mise était sinistre, monter de l'enfer où il avait bien cru, en son âme et conscience, qu'il allait descendre. Après la mort de Martin Latouche, d'affreux remords le tinrent au lit. Et on l'entendit dans son délire s'accuser de la triste fin du malheureux mélomane. Il demandait pardon à Babette, et il ne fallait rien de moins que la clôture de l'instruction, l'affirmation du médecin, la visite de ses collègues pour le rendre à la maison. Ayant recouvré l'usage sur son bon sens, il comprit que jamais l'Académie n'avait eu autant besoin de ses services. Il se leva, et héroïquement, il reprit sa belle tâche. Mais il ne fut pas longtemps à s'apercevoir que l'immortalité n'était plus que pour lui une existence. Quand il se rendait à l'Institut, il était obligé de prendre des chemins détournés pour n'être point reconnu et ne devenir point aussitôt un objet de risée. Les séances autour du dictionnaire se passaient en pleine veine, en soupirs, en gémissements inutiles. Et cela n'était point fait pour hâter l'achèvement de ce glorieux ouvrage. Quand tout à coup, un beau jour que quelques membres de la compagnie se tenaient silencieux et affaissés dans leur salle privée, il y eut dans la salle adjacente un grand bruit, de portes ouvertes et fermées, et des pas hâtifs, et une irruption forcenée d'un Hippolyte Patard qui avait retrouvé toute sa couleur rose. Ce que, voyant tout le monde, fut debout dans un cadre brouhaha. Qu'y avait-il ? Monsieur le secrétaire perpétuel était si ému qu'il ne pouvait plus parler. Il agitait un morceau de papier, mais aucun son ne parvenait à sortir de sa bouche haletante. Certainement le courrier de Marathon n'était pas plus épuisé, qui apporta à Athènes la nouvelle de la défaite des Perses et du salut de la cité. Seulement, s'il mourut, c'est qu'il n'était pas comme M. Hippolyte Patard, immortel. On fit asseoir M. Hippolyte Patard, on lui arracha le papier des mains, on lut. J'ai l'honneur de poser ma candidature au fauteuil laissé libre par la mort de M. d'Abbeville, de Jehanne Mortimar, de Maxime D'aulnay et de Martin Latouche. C'était signé Jules Louis Gaspard Lalouette, homme de lettres, officier de l'Académie,
32 bis rue Laffitte, Paris. C'est ainsi que s'achève le chapitre 8 du fauteuil hanté de Gaston Leroux. J'espère que vous appréciez cette enquête autant que moi. Je vous retrouve tout de suite pour savoir qui a tué les 3 victimes de l'académie. A tout de suite sur D8.